Bonjour à tous et bon dimanche chez vous. À la une de ce journal magazine, la journée mondiale de lutte contre les accidents routiers. Les zones urbaines en République démocratique du Congo enregistrent plus de cas d'accidents dus surtout au manque des panneaux de signalisation et à l'incivisme des usagers de la route. C'est ainsi que le ministère des Transports et Voies de Communication a procédé à l'implantation des panneaux de signalisation dans les territoires de Kassangoulou, province du Congo central. On y revient dans ce journal. B19, c'est le cadre d'échange entre les PME, RD congolaises et le monde des affaires belges. Opportunités des investissements pour les PME, les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF. Des sujets au centre des réflexions, c'est le grand format de ce journal, mais tout d'abord l'actualité. Bienvenue à tous. Une fois la Cadeco rénovée, les clients vont affluer. Elle a besoin des machines pour détecter les vrais et faux billets des banques en un temps record. La ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Maïnda, qui séjourne en Afrique du Sud, a eu des contacts avec plusieurs responsables d'entreprises. Un reportage d'Angèle Mabiala-Landou sur les images d'Eli Toumba. De nos jours, les caissiers n'ont pas besoin de toucher l'argent des clients en main. Les machines les font en un temps record. Une fois la Cadeco réhabilitée, il faudra que les techniciens s'y mettent. La sécurisation des avoirs des clients est un avantage additionnel pour pouvoir faire un pas qualitatif vers la confiance ou la fidélisation de la clientèle. L'acquisition de ces dispositifs nous permettrait assurément de gagner beaucoup de confiance après la clientèle et même de l'État qui nous confie ses avoirs à collecter, à transporter et à niveler. Le gouvernement congolais est prêt à investir pour que la Caisse générale d'épargne retrouve sa plus belle robe d'antan. La Cadeco aura différentes catégories de la clientèle, dont les fonctionnaires de l'État, les opérateurs économiques. C'est une banque nationale de proximité qui va surprendre. Et je suis vraiment convaincu que dès notre retour, nous nous mettons déjà à l'œuvre. Ça ne sera pas une lettre morte, mais ça sera du vécu. Avec cette entreprise TCN, les agents et cadres de la Cadeco pourront effectuer les voyages en Afrique du Sud pour suivre des formations sur la maintenance de ces machines. Question de détecter le vrai billet du faux. Depuis Midrand, Eli Toumba, Angèle Mabiala-Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Revenons au pays, les étudiants des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo auront leur propre bus Transacademia, un projet du chef de l'État porté par le ministre des Transports et Voies des Communications, Chérubin Okende, d'autres activités du ministre à travers ses résumés de Mireille Madika et Souzingoy Chiboui. En exécution de la décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'accorder les facilités de transport aux étudiants de la RDC, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende Senga, a effectué une visite du site de l'université de Kinshasa. Question pour lui d'inspecter les sites qui devra servir notamment au parking de bus, mais également de cerner les facilités de mobilité dans le cadre du projet sur les transports en commun exclusivement dédié aux étudiants de la RDC. Le ministre était accompagné du directeur des cabinets du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, représentant Moïndo Nzangi empêché, directeur de l'université de Kinshasa, de l'intendant général de l'UNIKIN, mais aussi de la délégation de la coordination estudiantine. Le message d'aujourd'hui du chef de l'État consiste à faire comprendre à la communauté estudiantine tout entière, pas simplement de l'UNIKIN, qu'il n'entend pas être ce parent qui promet sans réaliser. Il avait, à l'occasion de la visite dans certaines institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, en l'occurrence l'Université pédagogique nationale, promis d'assister les étudiants pour faciliter leur déplacement, en dotant cette communauté de moyens de transport appropriés. Le message actuel, c'est qu'il y aura très bientôt Transacademia. Transacademia, c'est ce transport en commun dédié uniquement aux étudiants.
Dans un autre registre, le numéro 1 des transports en République démocratique du Congo s'est entretenu avec les autorités coutumières propriétaires des terres dans le Congo central. Ces derniers venus revendiquer leurs droits sur les taxes de péage versées par les conducteurs de véhicules sur le pont Maréchal. Ils accusent les dirigeants de l'organisation pour équipement des bananes à Kinshasa, OEBK, des spoliations de leur espace. Je pense que j'ai écouté. Mon premier message est d'abord de vous demander de vous apaiser. Je prends bonne note de votre demande légitime, qui est celle de bénéficier aussi de ces bijoux. C'est votre droit. Je crois que ce n'est pas mauvais de le dire. Sous peine d'écrouler les prestigieux ponts Maréchal de manière mystique, ces chefs coutumiers du Congo central, en colère, sollicitent une rencontre avec les comités de gestion de l'OEBK. Je le disais dans les titres, la journée mondiale de lutte contre les accidents routiers, c'est aujourd'hui. Les zones urbaines en République démocratique du Congo enregistrent plus de cas d'accidents dus surtout au manque des panneaux de signalisation et à l'incivisme des usagers de la route. C'est ainsi que le ministère des Transports et Voies de Communication a procédé à l'implantation des panneaux de signalisation dans les territoires des Kasangulu, province du Congo central. Des précisions avec Pierre Mbouyou Saïdi. Le gouvernement de la République, par le biais de la Commission nationale des préventions routières CNPR, l'une des structures du ministère des Transports et Voies de Communication, s'en vante en guerre contre la recrudescence des accidents routiers dans les différentes artères, principaux carrefours et grands pôles économico-financiers, aussi bien de la ville-province Kinshasa que dans les autres contrées de la RDC au Congo profond. La matérialisation concrète de cette ferme volonté gouvernementale a un impact social visible d'offrir à tous les usagers une sécurité routière digne de ces noms, a vu le staff dirigeant de ces services publics de l'État, à qui s'était joint un groupe d'ingénieurs congolais spécialisés dans le secteur de l'infrastructure routière, procéder à l'implantation d'une centaine de panneaux de signalisation routière sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi, dans son tronçon qui serpente tous les villages, groupements, chefferies et secteurs disséminés dans les vastes territoires de Kasangulu au Congo profond. La situation de la sécurité routière en République démocratique du Congo reste préoccupante. Ces gestes que pose la République démocratique du Congo aujourd'hui, via le ministère des Transports, Voies de Communication et des Encadrements, répondent favorablement aux attentes des objectifs de développement durable et à la résolution 74/299 des Nations Unies, proclamant la décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030. Cette action de prévention routière, initiée par la CNPR, vise à faire parler la route dans l'optique d'offrir à la population des routes sûres pour une route sûre inclusive. Cette signalisation verticale, avec l'implantation des panneaux, fait suite à son volet horizontal lancé par le ministre Chéribien Okende, avec le marquage au sol, volet qui se greffe sur la sécurisation lumineuse grâce aux lampadaires d'éclairage public dont bénéficient les usagers nocturnes de toutes les routes des grandes villes et cités de la République démocratique du Congo. La mission principale de la Commission nationale de prévention routière a veillé à ce que la signalisation routière soit conforme. Celle-ci facilite la communication entre la route et ses utilisateurs. Une route doit parler. Son langage passe par la signalisation routière verticale, horizontale et lumineuse. Démarrée à Kasangulu, cette action républicaine qui va s'étendre au Congo profond constitue l'une des voies rationnelles pour la CNPR de faire parler la route avec un langage clair, gage d'une socialisation concrète de ses usagers. DRC Africa Business Forum, ce grand rendez-vous d'affaires, ouvre ses portes dans 3 jours à Kinshasa. Plus de 1000 participants sont attendus, dont les capitaines d'industrie dans la fabrication des batteries et véhicules électriques. On fait le point avec Françoise Boula-Boakier, Pompon Mbaland. À l'approche du rendez-vous de Kinshasa, la ville arbore les couleurs de la charte graphique de DRC Africa Business Forum. Pour accueillir les invités, le comité d'organisation a placé les panneaux lumineux à la sortie de l'aéroport international de Njili. Plus de 1000 personnes sont attendues.
Nous avons les partenaires, donc nous avons déjà Afrexim Bank, que le PDG, le docteur Oroma, sera au rendez-vous. Nous avons la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique qui est basée à Khartoum au Soudan. Le directeur général sera là. Nous attendons également d'autres personnalités importantes comme le CIO de AFC, donc Africa Finance Corporation. Et nous avons des groupes allemands tels que celui de Thomas Roux qui sera là, donc des gens qui ont la technologie pour œuvrer dans ce secteur et qui a également l'expertise pour former la main-d'œuvre. Parce que créer la richesse, c'est aussi donner des emplois décents, de forte qualité aux Congolais. Non loin du site des travaux, les grandes affiches occupent les espaces, les outils de communication hors médias qui confirment les dates du 24 et 25 novembre 2021. La télévision nationale RTNC, dont la tour est ici visible, devra retransmettre en direct le forum pour lequel le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, invite ses pairs. La Commission économique pour l'Afrique, avec ses partenaires, croit en cette maxime qui dit des idées aux actions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement concevoir des plans Marshall, mais également contribuer, mettre des systèmes sur pied qui vont permettre de réaliser les investissements. Donc c'est vraiment la nature, on va dire, unique de ce forum, qui n'est pas seulement d'échanger, de cogiter, mais penser à conclure des cadres d'accord entre les différents partenaires. Il y a eu un travail préparatoire énorme qui est fait pour que ça soit un succès et que dans des délais, nous l'espérons, assez courts, voir des investissements se réaliser. Selon Jean-Marc Kilolo de la Commission économique pour l'Afrique, une annonce exclusive est réservée aux participants. L'étude sera dévoilée. L'étude a été menée par Bloomberg. Je signale ici que la Commission économique pour l'Afrique et ses partenaires ont mis leurs efforts ensemble pour commanditer cette étude qui démontre que la RDC a un avantage compétitif dans la production des précurseurs de batteries. Nous en saurons tous plus le 24. La cérémonie sera également relayée via Internet. C'est avec de telles initiatives que la RDC confirme sa place de pays solution dans la transition énergétique. Les fêtes de fin d'année, c'est dans quelques jours. La cellule d'appui au programme d'urgence intégré des développements communautaires entreprend de rendre disponibles les cantines modernes dans les camps militaires. Les préparatifs vont normalement bien, nous signale Edith Chala Katala. La cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, CAPUDC, qui dirige Philippe Ngwala Malemba, concrétise la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Cette cellule conduit un projet de déploiement et d'approvisionnement des cantines modernes dans les camps militaires d'abord, dans les camps des policiers ensuite, et enfin dans les sites universitaires sur l'ensemble du territoire national. Ce 24 novembre, le lancement du projet en phase pilote interviendra au camp militaire Kokolo par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Ces cantines modernes permettront aux militaires et leurs dépendants de s'approvisionner en vivres et non-vivres de bonne qualité à prix réduit. Philippe Ngwala Malemba, à la tête de la CAPUDC, dispose d'une expérience avérée dans la conduite des projets. Pour la réussite des cellules des cantines modernes, il a eu des échanges préparatoires avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et le commandant du corps de génie militaire, pour ne citer que ceux-là. La diaspora congolaise, actrice de développement, le chef de l'État a présidé un forum de haut niveau à Kinshasa en début de semaine. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration de l'amphithéâtre et de l'inspection générale des finances la semaine du président. C'est avec Pierre Kibambeso Moïsa. La pluie diluvienne de mardi 16 novembre dernier n'a pas empêché le bon déroulement de la cérémonie d'inauguration de l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances, manifestant son appui et son soutien au corps d'inspecteurs des finances de ses services de contrôle supérieurs placés sous son autorité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu présider personnellement cette cérémonie. À l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, de souligner dans son allocution des circonstances que cette visite historique du père de la nation témoigne de la place prépondérante qu'il accorde à la lutte
contre les antivaleurs et l'impunité dans la gestion des finances publiques. Au cours de la même journée, le président de la République est allé compatir avec les commerçantes et les commerçants victimes d'un incendie dévastateur au marché de la Liberté. Sous une pluie fine, le chef de l'État a fait le constat de ce qui reste de ces grands marchés de la capitale, marchandises calcinées, tôles dévastées, étalages en cendres. Le président de la République a ordonné la réhabilitation du marché de la Liberté dans les meilleurs délais. De l'implication de la diaspora congolaise dans la dynamique de la reconstruction du pays, il en a été question lors du forum ouvert au cours de la semaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kin Plaza, Rotana. Les participants à ces grands rendez-vous à Kinshasa ont réfléchi sur les voies et moyens de contribuer à la reconstruction de la RDC, leur pays, en s'appuyant sur l'expérience de leur seconde patrie. Rassemblés autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine, les députés nationaux des provinces sous état de siège se sont déclarés rassurés par les propos du garant de la nation, après avoir prêté une oreille attentive à leurs préoccupations sur la situation sécuritaire dans leurs deux provinces en état de siège. Le chef de l'État a une fois de plus démontré sa détermination de rétablir la sécurité et la paix dans cette contrée du territoire national. Outre les grands efforts des forces armées de la RDC, la situation sécuritaire dans l'Ituri trouvera des solutions avec l'implication de toutes les sensibilités de cette province en état de siège pour une connaissance approfondie des réalités et subtilités locales. C'est le point de vue de la Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Ituri, dont la délégation a été reçue par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette délégation a bénéficié d'une oreille attentive auprès du chef de l'État, a indiqué le coordonnateur de la Task Force, Thomas Lubanga, qui a lancé un vibrant appel à l'arrêt des violences dans l'Ituri. Au terme de la troisième commission mixte RDC-Namibie, les participants aux assises ont été reçus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette grande commission conjointe était composée notamment de la vice-premier ministre namibienne Netumbo Nandi, du ministre congolais de l'intégration régionale et de la francophonie Didier Mazenga, des diplomates des deux pays et du directeur de cabinet du chef de l'État Guilain Yembo. La vice-première ministre namibienne a remis au chef de l'État un message de son homologue de la Namibie, Agé Gengob. La semaine qui s'achève était riche en actualités. Les activités qui ont marqué la semaine, c'est à travers ces résumés. Plusieurs faits ont marqué l'actualité de la semaine qui s'achève, parmi lesquels l'adoption de loi de finances pour l'exercice 2022, évaluée à 10 milliards de dollars américains. Le Premier ministre a présenté et défendu cette loi avant son adoption à l'Assemblée nationale. Toujours dans le secteur des finances, il y a eu présentation du nouveau plan stratégique pour la réforme des finances publiques, appui aux réformes de gouvernance économique et financière en RDC. Le Sénat et les assemblées provinciales étaient en congrès cette semaine à Kinshasa. Ce premier forum du genre, Sénat, Assemblée nationale, veut restaurer la confiance et la relation financière entre celles-ci, les gouvernements centraux et les gouverneurs des provinces. L'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu prorogé pour une énième fois par les députés nationaux et sénateurs. Ensemble contre Covid-19, la RDC reste le pays le moins vacciné avec 1% de sa population, contrairement à ses voisins. Un forum de 2 jours visant la sensibilisation sur la vaccination contre le coronavirus s'est tenu à Kinshasa. Affaire ministère public vs Matata Pogno et consorts. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de se saisir de cette affaire. Elle déclare recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée. Une autre affaire qui a fait la une de l'actualité, c'est le proxénétisme.
2 Chinois condamnés à 10 ans de prison, un fonctionnaire des affaires étrangères condamné à 10 ans de servitude pénale. Le verdict est tombé au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. En Ituri, la présidente du Parlement d'enfants appelle à la libération des enfants pris en otage par les groupes armés car leur place est à l'école. Appel lancé en marge de la célébration de la journée relative à la Convention aux droits de l'enfant. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route nationale numéro 5. 2 ans après la rupture du trafic routier sur le tronçon Lubanga et Pemba, nous sommes là dans la province du Sud Kivu. L'office de route annonce la reprise du trafic. Même son de cloche sur l'axe routier Kisangani-Opala, long de plus de 200 km, est en train d'être réhabilité. La semaine se termine par le décès qui a frappé la famille communicationnelle, particulièrement la radio-télévision nationale congolaise. Des hommages mérités ont été rendus à Jules Lombo-Kachita, sous-directeur à la direction des informations télévisées. B19, c'est les cadres d'échange entre les petites et moyennes entreprises RD congolaises et les mondes des affaires belges, opportunités des investissements pour les PME, les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, des sujets au centre des réflexions, c'est les grands formats de ce journal réalisé par Félix Zaloumeti-Dandou. Ce thème central, zone de libre-échange économique africain, une opportunité d'affaires ou une nécessité d'adaptation économique pour les entreprises congolaises locales, a placé une mission économique belge à Kinshasa en face de quelques petites et moyennes entreprises congolaises. C'est là dans une conférence débat dite B19 autour de la question spécifique. Quel rôle pour les banques et partenaires traditionnels? L'orateur principal ne pas aller les dos de la cuillère pour apaiser les esprits des uns et des autres sur le bien fondé de cette plateforme économique panafricaine. Le professeur Benjamin Timanga a démontré carte sur table que l'échange économique relève de l'organisation de la circulation des biens dans une région. Cette circulation des produits obéit progressivement certes aux instruments juridiques en matière de douanes et de taxes pour éviter les effets pervers. La levée des barrières tarifaires concerne les produits d'origine africaine, spécifiquement. Alors, est-ce que la matrice des échanges au niveau africain est constituée? Pas encore. Combien d'industries il y en a au Congo, en Afrique? Il n'y en a pas assez. Quelques-unes au Kenya, en Afrique du Sud, mais dans l'ensemble, nous n'avons pas assez d'industries. Donc nous avons un temps de préparation pour bien vivre, pour mieux opérationnaliser la zone de libre-échange africaine. Les stratégies dans ces marchés de libre-échange restent celles d'accorder l'éligibilité aux produits d'origine africaine, de supprimer des moratoires pervers sur la gratuité des produits et de catégoriser les produits indispensables à la libération d'échange. Ces hauts fonctionnaires nationaux et internationaux a aussi dissipé le malentendu sur les apparences négatives autour du port en eau profonde de Banana, tout comme le pont sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. Le fait pour nous de décharger des marchandises à Pointe-Noire crée ce qu'on appelle des ruptures de charge. Il y a ici un concept de coût et de délai. Les coûts augmentent parce que ce n'est pas gratuit. Que vous déchargez à Pointe-Noire, ce n'est pas gratuit de recharger, ce n'est pas gratuit de louer ce petit navire et tout ce qu'il y a de manutention et donc de la logistique. Et amener ces marchandises jusqu'à Matadi. Il y a des coûts supplémentaires. Mais si vous avez un port bien construit sur le littoral de l'Atlantique, à Mwanda, ça veut dire que les gros navires viennent directement jusqu'à Mwanda, déchargent sur place. Le chef de la mission économique belge, John Alexander Boguet, se s'est plutôt réjoui de retrouver le chemin de bonheur des affaires en RDC, terre d'avenir et de prospérité économique pour la planète. L'avenir de l'Europe ne pourra passer que par l'Afrique. Et cette fois-ci, comme je l'ai dit dans mon magazine qu'on a imprimé entre nous ici pour la visite, ce ne sera plus par un mode d'exploitation, mais par un mode de collaboration. Et donc, on est ici pour ça, pour découvrir, pour créer des ponts, pour faire éventuellement des petites, des grandes, des moyennes affaires ensemble. Ruth Kapinga de la Société commerciale des services CEC a salué le pari gagné de son entreprise dans la stratégie managériale de la création d'emplois pour les jeunes en RDC. Quand on voit SCS, on voit emploi. Donc comment apporter de l'emploi et puis voilà, aider l'État congolais, comme il y a un slogan qui dit nous voulons un Congo qui gagne. Le rendez-vous est donc pris
pour la réciprocité des PME congolaises invitées aussi à Bruxelles dans le cadre de partenariats d'échange d'expériences conclus avec Jean-Robert Issifoua, patron de CIC. Une chronique à 3 volets ou à 3 dimensions dans ce journal. Médard Mbouyal est avec moi sur ces plateaux pour décortiquer ces 3 volets. Bonjour Médard. Bonjour Yvette. Médard, le premier volet consiste à la communication des crises. Pourquoi devons-nous nous intéresser à la communication des crises? Parce que tout simplement, la crise peut toucher tous les secteurs d'activité. Elle peut concerner toute organisation, toute entreprise, toute structure humaine. Partout où il y a des activités humaines, la crise peut intervenir. Et la bonne manière de se préparer, c'est d'abord de construire un comité de crise et identifier un porte-parole éventuel au cas où la crise intervenait. Donc on se prépare, on fait une sorte de mise en scène avant que l'événement n'arrive, parce que cet événement peut toujours arriver, peut toujours surprendre. Mais le plus important, c'est la prise de conscience aujourd'hui, et lorsque la crise est là, transformer la communication en un système de défense. Parce qu'en temps ordinaire, la communication accompagne la croissance au sein de l'entreprise. Dès que la crise est là, la communication devient un système de défense. Donc, il faut anticiper, envisager l'avenir sous cette forme-là. Et c'est pour quand? Quand la crise va intervenir, et depuis tout le temps, on en a connu dans tous les secteurs, dans tous les débats, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan environnemental, sur le plan des transports. Nous avons connu beaucoup de moments de crise, mais parfois des responsables n'étaient pas, ou des entreprises n'étaient pas préparés à affronter cette réalité. Oui, Médard, en ce qui concerne le deuxième volet de notre chronique, le gouvernement annonce le financement des projets à la base dans 145 territoires. Quels bénéfices tirés de cette initiative? D'abord, c'est une grande première parce qu'on s'était habitué à les financer en passant par les structures traditionnelles, en passant par la province, par le gouverneur. Nous sommes face à une grande première. Mais le premier bénéfice, on renforce la cohésion nationale, c'est un élément de solidarité. En ce moment-là, les citoyens congolais qui se trouvent, ils vont s'identifier dans le gouvernement, ils vont s'identifier en la République. Parce que ça permet aux gens de se reconnaître. Parce que plusieurs fois, on est passé par des structures qui ont eu peut-être à détourner cet argent ou n'a pas réalisé des résultats attendus. Lorsque 145 territoires seront directement touchés par le projet du gouvernement, on aura changé de stratégie. Les Congolais vont avoir la fierté de l'être. On renforce et l'image de l'État, on renforce même la fierté d'être Congolais, la fierté d'être citoyen. Oui, maintenant, Médard, les troisième et les derniers volets de notre chronique, l'audit interne du ministère du Budget a révélé l'existence de 50 000 doublons pour un coût de 2 millions de dollars américains par mois. Quel est votre commentaire par rapport à cette information? Nous sommes là devant un phénomène de ce que l'on appelle la petite corruption, mais entretenue par des fonctionnaires de l'État. Donc, les fonctionnaires de l'État entretiennent cette corruption, et cette petite corruption rend les mauvais services à l'État. Donc, les politiques publiques sont mal réalisées du fait de ces phénomènes-là. Or, s'il faut renforcer le contrôle à tous les niveaux, on va davantage retrouver dans tous les ministères, on va retrouver des fictifs, des doublons. Or, le seul intérêt qu'il faille tirer, c'est qu'il y a des ministères comme le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire qu'il faut désormais appeler le ministère national des cerveaux. Il y a des cerveaux au ministère qui attendent depuis longtemps la mécanisation, que ce soit des professeurs d'université, des nouveaux docteurs, des doctorants, le personnel scientifique. Il y a un certain nombre de gens qui attendent cette sésame, la mécanisation. On n'arrive pas parce qu'il y a des fonctionnaires qui se sont appropriés l'État. Ils ont apprivoisé l'État au point d'empêcher les autres, ceux qui ont des choses à apporter, à pouvoir jouer le jeu, le véritable jeu. Ils ont été mis d'ailleurs. Mais si on peut profiter, si on peut renforcer le contrôle auprès de tous ces fonctionnaires qui passent pour des saints ou des anges, mais en réalité des fonctionnaires dangereux parce qu'ils sont en train de détruire l'image du pays et ils empêchent d'autres citoyens consciencieux de pouvoir apporter leurs contributions à la construction de l'État. Il y a des gens qui travaillent 5 ans, 10 ans, d'autres 15 ans, mais n'ont jamais été mécanisés. Mais c'est une opportunité pour que les ministères qui ont
des candidats à l'emploi puissent avancer leur nom et que les choses puissent s'accélérer dans le bon sens. Ok, merci beaucoup mesdames Bouyal Mangal pour cette belle chronique. Poursuivons ce journal, la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë chez les enfants, sujet au centre d'une conférence débat organisée aux cliniques universitaires de Kinshasa. Constance Mananga pour d'autres détails. Comment prendre en charge l'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant? Les médecins et autres prestataires de soins et la communauté dans son ensemble étaient informés dans la meilleure façon de s'y prendre. Au cours d'une conférence débat organisée par les services néphrologie pédiatrique des cliniques universitaires de Kinshasa en collaboration avec l'Association internationale de néphrologie pédiatrique. Alors, ce genre de cours a une importance capitale que nous pouvons repartir en deux volets. Le premier, c'est que ça améliore la sensibilisation et donc la prévention de la maladie rénale de façon générale et surtout chez l'enfant en particulier. Ça, c'est l'intérêt premier. Mais le deuxième, ça favorise aussi le diagnostic de la maladie rénale. Aujourd'hui, nous savons, on voit combien est-ce que le coût de la prise en charge d'une maladie rénale représente pour nos familles. Et donc, si nous devons passer par la prévention, je pense que c'est la meilleure des solutions. Mais on ne peut pas toujours prévenir tout le temps. Et au cas où ça arrivait, il faut savoir diagnostiquer à temps. Et pour éviter donc la progression ou la nécessité d'une dialyse qui va coûter énormément dans un contexte des pays pauvres. Sous le thème principal, prise en charge de l'agression rénale aiguë et de la maladie rénale chronique chez l'enfant en Afrique subsaharienne, défis et perspectives, ces travaux se sont tenus en mode présentiel et en mode visioconférence. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la formation continue du médecin congolais. Les barrages de la Renaissance construits en Éthiopie sur le Nil bleu avec une puissance installée de 5150 MW. Ces barrages constituent une pomme de discorde entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Une réunion consacrée à ces barrages se tient au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. La RDC y est représentée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala, nous dit Doris Mozotambwe. Ça brûle en Éthiopie et le président en exercice de l'Union africaine est très préoccupé. Pour avoir les dernières informations et appuyer les efforts en cours pour résoudre cette crise meurtrière, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une mission express à Addis Abeba. Elle est conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala, accompagné des conseillers spéciaux en matière de sécurité, François Beya et militaire, le général François Kabamba. La mission a rencontré les autorités éthiopiennes et la commission de l'Union africaine, conduite par son président Moussa Faki. L'objet de cette mission est de recueillir auprès de ces autorités et de la commission de l'Union africaine les informations les plus récentes et fiables sur la crise éthiopienne d'une part et d'autre part apporter le soutien du président Tshisekedi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine aux efforts déployés par l'organisation continentale en vue de mettre fin à cette guerre. Des échanges fructueux ont eu lieu avec son homologue éthiopien avant d'être reçu par le Premier ministre établi sur la situation globale de l'Éthiopie qui est menacée par un mouvement insurrectionnel. La délégation congolaise a pour clôturer le séjour éthiopien eu une séance de travail avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. La délégation conduite par Christophe Lutundula est arrivée à Khartoum au Soudan pour être reçue par le président du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah al-Braham. Fin de ce journal magazine des Mesdames Bouyal Mangal, réalisé par Nasha Kumpa Vai, Ramada Poki, Héritier Katendi, était derrière la caméra. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon dimanche chez vous et au revoir.